Okay, let's go. C'est reparti aujourd'hui, on va partir sur un nouveau concept, une vidéo où on va essayer de décrypter des situations qui ont eu lieu récemment dans le sport, des événements tout simples et tout basiques, et on va essayer de le prendre sous l'angle de la préparation mentale. C'est parti avec ce premier extrait. Ouais, Molly Carlson, tout le monde l'a vu passer à un moment donné. On est à Polignano a Mare, on est sur le Cliff Diving Series de Red Bull. Et là, incident, elle se manque au départ de son saut, elle glisse sur la plateforme. Et là, c'est la catastrophe, 22 mètres plus bas, elle arrive à se rattraper, elle arrive à se retourner, heureusement, parce que les conséquences auraient pu être dramatiques. Donc elle a réussi à se retourner, elle a réussi à arriver les pieds dans l'eau. Et franchement, c'est certainement ce qui lui a sauvé d'une blessure. Donc cette vidéo, elle a fait le tour du monde, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On voit, elle a la capacité de se retourner, on voit que c'est une athlète qui est habituée, mais c'est une chute qui est assez impressionnante et elle l'a partagée directement sur ses réseaux. Et ça fait le tour avec Red Bull. Maintenant, ce que vous savez peut-être un petit peu moins, c'est peut-être que vous n'avez pas vu passer, c'est la deuxième vidéo. Donc cette deuxième vidéo qui décrypte un petit peu l'entier du processus. En fait, elle est retournée en bassin, en piscine, sur un plongeoir pour reprendre confiance, pour oser à nouveau, donc pour battre sa peur. Enfin, franchement, quand on tombe et quand on glisse d'une plateforme, comme ça a été le cas pour elle à Polignano a Mare, et qu'elle se retrouve à devoir ressauter, on peut se poser quelques questions et en fait, il peut y avoir la peur qui peut nous envahir à ce moment-là. Donc là, elle a fait une deuxième vidéo où elle se filme dans toute l'approche et tout le processus en lien avec son retour sur un plongeoir. After slipping. Okay, step one, measure. Push at the edge. Oh my god! We're gonna be fine. It's good. Okay, I ain't no. We got this. 1, 2, 3. Like a psychopath. Do what you gotta do. Throw the shoes. Alright, flat. You got this, bitch. Come on. Here you go. Here you go. Et donc on le voit, hein, elle a énormément de petits détails qui sont réglés par rapport à la reprise. En fait, elle voulait simplement revenir directement en lien avec son plongeon, en lien avec sa discipline. Et on voit, hein, elle décrit cette vingtaine d'étapes pour arriver finalement à replonger, repartir dans ce qu'elle sait faire. Et franchement, ça lui donne confiance. Elle donne toujours un petit message avec le sourire. Elle avait pris un petit peu de marge, hein, on le voit sur le premier saut, son saut de retour. Elle en a même fait un deuxième tout de suite. Mais c'est vrai que voilà, il faut une certaine dose de courage pour repartir. Qu'est-ce qui se passe finalement sur ce genre d'événement si on décrypte un petit peu sous l'angle de la préparation mentale? En fait, on peut voir pas mal de choses en lien avec ces deux vidéos. Donc cette première vidéo où elle tombe hein, de 22 mètres. Moi, je suis allé cet été à Polignano a Mare. J'ai eu la chance de pouvoir y passer avec un bateau. On a vu les balcons d'où s'élancent les plongeurs, les hommes à 27 mètres, les femmes à 22 mètres. Franchement, c'est impressionnant. C'est tellement haut. À part ça, le lieu est magnifique. Et puis, je peux que vous encourager à y aller. Donc là, elle doit se prouver à un moment donné, quand elle retourne en bassin, quand elle retourne en piscine sur plongeoir, elle doit se prouver qu'elle est capable de refaire ce saut. Elle voulait le faire pour elle, hein, elle l'a dit, elle voulait le faire pour elle, puis pour se rappeler, comme elle l'a mentionné, qu'après finalement une tempête, il y a toujours un arc-en-ciel. Donc imaginez un petit peu la tension, imaginez un petit peu la peur qu'elle peut ressentir dans ces moments-là. Dans pareille situation, il peut y avoir plusieurs éléments. On peut percevoir en fait finalement ce défi comme une situation de menace, un état de menace. Donc on va se tendre musculairement, on va avoir la respiration qui s'accélère et puis on va peut-être avoir des pensées catastrophiques qui vont nous amener à ne pas oser repartir. Elle nous décrit sa préparation sur cette deuxième vidéo. On voit qu'elle mesure, on voit qu'elle respire, on voit qu'elle se parle à elle-même. C'est talking, elle écoute son coach aussi, échange avec son coach et elle se ressent en fait sur ses routines. En fait, ce sont des outils qui sont hyper intéressants pour reprendre le contrôle. Donc on a un petit peu cette approche en préparation mentale de voir les choses, et ça a été étudié notamment par Lazarus, comme un défi ou une menace. Donc c'est deux manières de percevoir une situation stressante. Donc si tu le vois comme un défi à relever, c'est dur mais je peux y arriver, donc ça c'est des choses que tu peux connaître et que tu peux avoir, ou alors c'est une menace à éviter, je vais échouer, je ne suis pas prêt par exemple. Donc l'utilisation possible, c'est qu'en mode défi, tu vas mobiliser ton énergie, tu vas mobiliser ta motivation et ta concentration, tandis qu'en mode menace, tu risques de bloquer. Le deuxième axe sur lequel on peut venir, c'est un petit peu la relecture des signaux de stress, un petit peu cette reprogrammation de l'excitation qu'on peut ressentir avant une performance. Là aussi, ton cœur bat plus vite, tu transpires, tu trembles, tu peux penser que tu vas paniquer, tu peux penser que tu vas pas y arriver, ou alors tu peux te dire, je vais reprogrammer mon cerveau
mon corps à se préparer à performer à nouveau. Donc on voit, il y a des études qui ont été menées, notamment l'étude de Moore en 2015, qui montrent qu'en reprogrammant l'interprétation de ces signaux de stress, on passe plus facilement on passe plus facilement en mode défi. Ce stress, finalement, c'est de l'énergie pour t'aider, en fait, pour reprendre le contrôle. Il est là, il est intéressant, donc tu auras une meilleure concentration, une meilleure performance. C'est vraiment la perception que tu vas faire de l'événement, la perception que tu vas faire du moment, qui va déterminer quel état de stress et comment tu vas pouvoir te mettre et comment tu vas pouvoir te préparer à reprendre ton activité et reprendre simplement le cours normal des choses pour passer cette peur et puis pour pouvoir aller de l'avant. Donc on le voit, elle a utilisé un petit peu cette reprogrammation, elle a reprogrammé un petit peu sa lecture du stress, puis elle a aussi surtout utilisé les méthodes et le mode d'application des routines qu'elle a mis en place. On l'a dit avant, elle respire, elle mesure, parle à son coach, elle se parle à elle-même. Donc ça, c'est vrai que les routines, c'est fondamental quand ton cerveau va chercher un peu des repères à un moment donné. Et la routine, c'est un peu ce repère-là. Elle va te permettre de stabiliser ton attention, notamment. Elle va te permettre de réduire l'activité émotionnelle. Tu vas pouvoir aussi te reconnecter à la performance, tu vas pouvoir retrouver des ancrages familiers, des choses que tu sais faire, que tu as l'habitude de faire. Donc on voit dans ces deux vidéos, on a d'abord cette vidéo de la chute très impressionnante, on voit qu'elle glisse sur la plateforme, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé sur le moment, est-ce que c'est une erreur de mesure, est-ce que c'est un élan qui a été pris trop vite, est-ce que c'est finalement juste une simple glissade, ça joue à des petits détails, à quelques centimètres, mais on voit qu'après elle retourne en bassin, elle retourne sur plongeoir. Et là, elle va utiliser tout un processus de préparation mentale pour vaincre un petit peu sa peur, reprogrammer son cerveau, utiliser finalement correctement le stress que ça peut générer et en appliquant toute une série de routines. Donc on voit qu'il y a ces 6 étapes dans les routines où elle va mesurer la plateforme. Typiquement, elle prend ses repères physiques. Elle va aussi passer par une pré-routine motrice. Elle va se taper les cuisses, elle va s'essuyer assez fortement. Donc c'est tous des éléments qui sont en lien avec sa reconnexion physique. Elle va aussi faire une visualisation du saut. Donc pour essayer d'ancrer la manière procédurale de faire son saut, elle va se parler à elle-même, donc elle est capable de le faire, c'est pour toi, donc c'est tous des éléments qu'elle va utiliser pour vraiment se reprogrammer, et puis elle va se réassurer auprès de son coach. Finalement, elle va respirer profondément, et elle va s'élancer, donc elle va activer le système parasympathique, ça va l'apaiser, ça va activer et canaliser son énergie. On le voit, ce saut finalement, c'est du courage. Moi j'ai expérimenté aussi une autre méthode par rapport au retour après une chute, par rapport au retour après une blessure notamment, avec une skieuse qui s'était blessée au dos après une chute sur un saut. Donc là on a travaillé avec l'hypnose pour la ramener sur quelque chose de sécurisé, aussi pour la ramener sur quelque chose de sensation. Donc on a travaillé sur ses sensations et sur comment elle appréhendait les différents sauts. Après quelques séances, franchement ça allait déjà beaucoup mieux pour elle, donc on le voit, il y a plein d'outils, cette reprogrammation qui peut être intéressante. Les routines, bien évidemment, on peut travailler aussi avec l'hypnose, donc il y a plusieurs éléments qui nous permettent de travailler et de revenir après une frayeur, après une blessure ou après un événement qui s'est mal passé dans la pratique de son sport. Donc on voit que là, Molly Carlson, c'est une athlète qui finalement a repris le contrôle, et vous pouvez voir si vous la suivez sur les réseaux, elle continue à plonger et franchement c'est très impressionnant et c'est agréable de pouvoir le voir. Voilà, deuxième séquence plus délicate, on va dire, la dépression. C'est un article du Matin, le journal suisse, le matin.ch, où on parle durant cet été, le 12 août 2025, de la sévère dépression de l'entraîneur Ottmar Hitzfeld. Je le rappelle, l'entraîneur Ottmar Hitzfeld, c'est quand même un entraîneur qui a tout connu, qui a tout gagné. C'est quelqu'un vraiment qui a un palmarès qui est impressionnant. Je crois que c'est 26 titres de Ligue des Champions. Il a entraîné notamment la Suisse sur la Coupe du Monde, on va y revenir, sur la Coupe du Monde de 2008 à 2014. Et pourtant, en fait, il n'a pas pris sa retraite d'une manière volontaire. C'est pas un trophée qu'il a arrêté et il s'arrête sur un titre. Non, c'est vraiment une dépression, quelque chose de silencieux, quelque chose de brutal, quelque chose d'invisible qui l'a frappé. Et ça, il le raconte dans son livre Mensch Fußballstar, qui est sorti durant l'été. Et il se confie et il raconte un petit peu ce qu'il a vécu et comment ça s'est passé pour lui quand on parle de sport de haut niveau. Et paradoxalement, c'est ce 8e de finale entre la Suisse et l'Argentine. On est en Coupe du Monde, la Suisse perd 1-0 après prolongation, il y a eu un poteau de la Suisse à la 120e minute, le match, ça aurait été le dernier match officiel de Ottmar Hitzfeld derrière un banc. Lui qui a été joueur, qui a été entraîneur du Bayern de Munich, qui a été sélectionneur, qui a été réputé pour son calme, sa stratégie, son intelligence de coaching, franchement, quand on le voyait à l'époque, on se disait que ça ne devait pas toujours rigoler dans les vestiaires, mais enfin, voilà, c'est vraiment surprenant de voir qu'un entraîneur comme ça nous parle quelques années après du moment difficile qu'il a vécu après une défaite avec la Suisse en Coupe du Monde, et il n'a pas réussi à revenir, et finalement, il a tout lâché. Il le dit, il l'explique finalement, il a vécu une véritable descente aux enfers jusqu'à un burn-out dépressif, où il y avait des symptômes qui étaient quand même assez graves, troubles du sommeil, il le mentionne, douleurs physiques, notamment au dos, claustrophobie en voiture, isolement, envie de disparaître. Donc c'est quand même des symptômes qui sont assez typiques d'un épuisement chronique. Alors moi je suis pas psychologue ou psychiatre, donc c'est difficile pour un préparateur mental d'aller dans cette direction, mais c'était important, je pense, de le mentionner, c'est important de l'exposer, ce cas, parce que quand même être un entraîneur, c'est porter des responsabilités qu'on comprend pas forcément, des responsabilités qui sont démesurées. On a vraiment peu d'espace pour déposer un petit peu ses émotions, et puis souvent on a un écart entre finalement l'image publique
forte. Maritzfeld, quelqu'un de très imposant, de fort, de charismatique, et l'état intérieur qui finalement était peut-être fragile, où il y avait de l'inquiétude, de l'isolement, et en fait on peut avoir cet évitement émotionnel qui apparaît jusqu'à ces symptômes qu'il a mentionnés et jusqu'à cet état dépressif qu'il a vécu. Donc lui, il parle de son incapacité à montrer ses faiblesses. Et puis franchement, ce qu'il a fait et ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est capital. Il faut reconnaître qu'on a besoin d'aide. Alors comme je l'ai dit, je suis pas ni psychologue ni psychiatre. Par contre, si je peux lancer des petites perches et puis lancer des petits pour aider l'athlète ou l'entraîneur qui pourrait vivre une situation comme celle-ci, c'est vraiment de reconnaître le besoin d'aide. C'est vraiment la clé, je pense, du processus de rétablissement. C'est se retirer aussi, être peut-être plus discret, et puis repenser son rapport à la disponibilité, de ne pas toujours être disponible, et peut-être désactiver le mode toujours joignable. Donc c'est peut-être important, comme je l'ai dit, allez voir un professionnel de la santé si vous avez des symptômes comme ceux qui ont été décrits par votre Maritzfeld. Entourez-vous. S'il y a des préparateurs mentaux qui regardent cette vidéo, ayez le courage et la force d'envoyer vos athlètes, la lucidité d'envoyer vos athlètes auprès de professionnels de la santé, et puis de les aider pour pouvoir reprendre le contrôle et éviter de passer par des moments de dépression grave et lourds comme a pu le vivre votre Maritzfeld. Ce que ça nous apprend, finalement, c'est que, et c'est ça en fait le message que je veux faire passer par cet extrait, c'est que même les meilleurs peuvent s'effondrer. C'est pas forcément le niveau ou le haut niveau qui va nous protéger de ce genre d'événement. La santé mentale, c'est vraiment pas un luxe, et c'est un socle un peu invisible qu'il faut travailler, dont on doit tenir compte, et ça nous permettra d'être performants sur la durée. Donc encore une fois, si tu es athlète, si tu es coach, et puis que tu es passionné de sport, et puis que tu sens que tu as des besoins, il faut pas hésiter à en parler. Le mental, c'est pas juste une question de motivation, c'est pas juste une question de résilience ou de force intérieure. C'est aussi une hygiène psychologique, c'est aussi des limites, c'est aussi du repos. Et moi, je le vois quotidiennement dans ma pratique, la difficulté qu'ont les athlètes à pouvoir se décharger, se reposer mentalement. On est beaucoup sur la récupération physique, on est très fort, on a en tout cas des clés en récupération physique, mais beaucoup moins en récupération mentale, avec une tension toujours accrue qui est là. Moi, je le vois avec des athlètes durant l'été. Réseaux sociaux, ils voient des concurrents, ils voient d'autres athlètes qui continuent de s'entraîner alors qu'ils sont en vacances, ils n'arrivent pas à décharger mentalement. Même physiquement, ça devient compliqué, on a l'impression qu'on est en train de louper quelque chose, et on voit que cette santé mentale, il faut vraiment en prendre soin. Après, si je réagis en corollaire, qui n'a rien à voir avec le cas de Otmar Hitzfeld, mais on voit aussi que Iga Swiatek, qui est sorti à l'US Open récemment, en fait, un journaliste lui pose aussi la question de savoir si elle ne devrait pas prendre une pause, si elle n'est pas fatiguée mentalement, puis elle lui répond clairement que non, elle lui demande même si lui, il n'est pas fatigué mentalement. Donc on voit aussi que la santé mentale, c'est vraiment un gros sujet, mais ça ne va pas tout expliquer, donc on ne peut pas expliquer toutes les défaites par un problème de santé mentale, donc il y a aussi un petit disclaimer à avoir par rapport à ça. Il y a aussi, il faut aussi être consciencieux par rapport à cette approche, c'est sérieux, c'est pas de la rigolade, on ne peut pas tout expliquer par des problèmes de santé mentale. Et là, je pense qu'Iga Swiatek, elle a bien mis du contexte, elle a bien expliqué un petit peu ce qu'il en était pour elle. Elle a perdu, certes, mais c'est pas parce qu'elle a perdu qu'automatiquement elle était épuisée mentalement ou qu'elle avait besoin de récupérer mentalement. Donc ça, c'est aussi important. Donc on voit avec un cas comme Otmar Hitzfeld, très très dur, très poignant par rapport à ce qu'il a vécu, comment il a vécu les choses, pourtant avec un entraîneur avec un tel succès. Et puis de l'autre côté, aussi, on voit Iga Swiatek qui réagit. On peut prendre aussi Tadej Pogačar sur le Tour de France, un épuisement psychologique plutôt en fin de Tour de France. Pourtant, il gagne son Tour de France avec une marge assez conséquente, et on voit quand même qu'on voit des signes et des prémices de signaux d'épuisement mental, les sollicitations des médias, ce qui se passe dans la presse. Donc il y a vraiment énormément de pression qui court sur les entraîneurs, sur les athlètes. Et je pense que même, comme je l'ai dit et je le répète, je ne suis pas un professionnel de la santé au niveau psychologique ou psychiatrique, mais enfin ça nous permet de mettre en lumière ces exemples-là et essayer de faire des fois un petit peu le tri entre ce qu'on peut lire, entendre, et avoir un petit peu cette clarté et cette distance par rapport à ces événements. Voilà pour le cas. Prochaine séquence. Coco Gauff qui a gagné Roland-Garros 2025, et surtout qu'il avait écrit avant Roland-Garros 2025 I will win French Open. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu passer avec Gaby Thomas, Jeux Olympiques 200 mètres, je crois qu'elle est médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Paris sur 200 mètres. Elle dit qu'elle avait écrit plus de 500 fois qu'elle allait être championne olympique. C'est pas une coïncidence d'avoir écrit ces phrases à répétition sur une petite feuille, comme l'a fait Gaby Thomas ou comme l'a fait Coco Gauff, qui l'ont écrit des centaines de fois à la main. C'est vraiment du discours intérieur stratégique. Il y a des études qui l'ont démontré, que ce self-talk un peu stratégique, des mots-clés qu'on s'adresse à soi-même mentalement, à voix haute, c'est important de le faire à voix haute, ça oriente ses performances, ça oriente son mindset vers cette victoire et vers cet objectif qui est inscrit finalement. Il existe un peu de deux types, un petit peu de discours, on voit qu'il y a toujours le discours un peu organique, spontané, qui est une réaction soudaine à un événement. Moi je travaille ce discours interne avec les athlètes que j'accompagne. Je peux prendre le cas des skieurs, quand il y a une erreur sur la piste, extrêmement difficile à juger de la taille de l'erreur, ce qu'elle va coûter en termes de temps, de l'importance de cette erreur, mais là, va se remobiliser avec un discours interne qui est très propre, très puissant, et qui va permettre tout de suite au skieur de se remobiliser. C'est sûr que si il prend 2, 3, 4, 5 portes derrière pour se remobiliser, ça va être compliqué, il va perdre énormément de temps. Alors avec un ancrage comme ça, organique, rapide, en fonction de la situation, on peut l'aider et on peut essayer de se remettre rapidement sur les rails. Le deuxième discours interne, un petit peu comme ça, écrit, qu'on va se répéter à voix haute, c'est un peu plus du discours interne stratégique. Donc celui-ci, il est utilisé dans l'intention, il est utilisé intentionnellement pour renforcer cet objectif. C'est exactement ce qu'ont fait Gaby Thomas et Coco Gauff par rapport à leur objectif. C'est volontaire, c'est vraiment pour ancrer les résultats qui n'existent pas encore, mais qu'on va aller chercher. C'est une capacité
à affirmer sa possibilité de gagner. Il y a Cyprien Sarrazin hein, aussi qui, à un moment donné, a parlé de son autorisation à gagner. On voit, c'est un petit peu le même mécanisme. Lui, il s'est autorisé à un moment donné à gagner, il se l'est dit, il se l'est expliqué qu'il avait le droit, qu'il était autorisé à gagner. Et à partir de ce moment-là, notamment sur la saison d'avant, avant celle durant laquelle il s'est blessé, il a fait des excellents résultats et c'est parce qu'il s'est autorisé à gagner. Donc c'est un peu ce schéma et ce processus qui amène à croire à son objectif, à l'ancrer et puis à tendre vers cet objectif de carrière. On a hein, finalement le self-talk, on sait qu'il va améliorer la partie confiance en soi. Ça va être très utile dans le cadre de la gestion de la pression, de se répéter ce discours, et puis finalement ça va aider à performer en situation d'échec. Donc à bien travailler ce discours interne, c'est un outil qui est très intéressant. Bon, il y a même des études hein, qui rappellent que écrire ces phrases, ça va activer les mêmes circuits neuronaux que les actions elles-mêmes, donc on va essayer d'aller chercher quelque chose qui s'approche de l'action elle-même. C'est une simulation, c'est une préparation mentale qui prépare finalement à l'action. Ce qui est intéressant avec ça, c'est un outil qui est complètement gratuit, hein, c'est un outil qui est simple d'utilité et franchement il n'y a pas besoin d'une technologie avancée, il n'y a pas besoin de data, il n'y a pas besoin de coach mental finalement pour le faire. C'est un objectif clair, c'est une croyance qu'il faut ancrer, un papier, un stylo et de la régularité. Et surtout se le répéter aussi et le lire à voix haute, ça c'est très important. Et on voit que l'écriture là ça devient une arme hein, et c'est hyper intéressant. Donc Coco Gauff, Gaby Thomas viennent nous montrer qu'on peut passer d'une croyance à une réalité et allez-y, utilisez le self-talk, utilisez la visualisation, c'est un peu dans le même ordre d'idée pour ancrer ces croyances et puis pouvoir avancer. C'est des outils qui sont efficaces et qui sont gratuits. Quatrième séquence, alors c'est une séquence avec Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. La parte essenziale, sapete qual è? Ve lo dico io. La parte essenziale, sapete cos'è? È divertirsi. C'est de s'amuser. Qua! Teniamo quelli che sanno giocare. On garde ceux qui savent jouer. Chi sa giocare? Chi gioca con coraggio? Chi joue avec courage? Gioca. Va jouer. Senza coraggio. Sans courage. Non faccio giocare più, Ve lo dico. Ve lo dico, non faccio giocare più. Quelli che sbagliano li faccio giocare, sì. Ceux qui se trompent, oui. Quelli che non hanno il coraggio. A me non mi dimostrano il coraggio. Non giocano. Il coraggio è andare oltre i propri limiti. Il coraggio non vuol dire essere presuntuosi, sono due cose completamente diverse. Il coraggio è ambizione. Il coraggio è esprimere al massimo le proprie possibilità, il coraggio è non farsi condizionare dal pensiero negativo, il coraggio è uno stile di vita, è un elemento determinante. Se domani c'è uno e sbaglia, ma lo fa con coraggio, personalità, con palle, con amore, con fede. Lo abbraccio e lo bacio. O è bianco o è nero. Il grigio non è per me. Le gris c'est pas pour moi. Ok, Amine. C'est pas juste un message ou un coaching un peu musclé hein, qui nous raconte. C'est vraiment, il pose un cadre de performance. Donc là, il donne à ses joueurs un véritable cadre qui leur explique qu'il faut oser. Il veut que ses joueurs osent, il veut que ses joueurs acceptent l'erreur, qu'ils soient dans un défi mental permanent, pas avec une peur de se tromper, avec une peur d'échouer, peur de faire une mauvaise passe. Et donc c'est vraiment un cadre hein, qu'il est en train d'installer. Et on a deux réponses psychologiques hein, qui peuvent arriver dans ce genre de situation. C'est comme on l'a expliqué avant, plutôt dans la vidéo, c'est un état de menace où on va se tendre musculairement, on va avoir un petit peu un débit cardiaque qui va être un petit peu délicat, on va avoir peut-être moins de sang vers le cerveau et vers les muscles, et puis finalement on va rater, on va se répéter qu'on va rater, qu'on n'est pas prêt. Manque de préparation, anxiété, inhibition, et finalement on n'arrivera pas à faire un bon travail. Ou alors on peut le voir sous l'angle de l'état de défi, où là on va accélérer sa fréquence cardiaque, on va peut-être vasodilater un petit peu pour que le sang circule mieux, on va être plus alerte au niveau de son cerveau, plus affûté, plus réactif, et puis j'ai les ressources pour y arriver, je peux le faire, là j'ai le droit de me tromper, et j'ose prendre des décisions, et résultat, prise d'initiative, résultat, meilleure exécution, résultat, meilleure peut-être récupération in fine. Il y a une étude qui a été faite par Mo, on l'a mentionné avant, notamment sur des golfeurs, où ceux qui voyaient l'épreuve comme un véritable défi ont bien mieux peuté que ceux qui se sentaient menacés par ce défi. Ils ont beaucoup moins bien performé, donc on voit que les golfeurs, ça a pu amener, on a pu vérifier
que de voir un objectif comme un défi est beaucoup plus intéressant. Si on revient à De Zerbi, ceux qui n'ont pas le courage ne jouent pas, c'est quand même assez fort, ceux qui n'ont pas le courage de se tromper, ceux qui n'acceptent pas l'erreur ne joueront pas. Pourquoi il veut ça? Il veut en fait finalement qu'un joueur qui a peur, on sait qu'il va éviter la passe difficile, il va refuser de frapper, il va se rétracter dans sa zone de confort, dans sa zone de jeu, alors que celui qui ose faire des erreurs, lui, il va progresser plus vite. Il va créer du danger, il va être capable de rester mentalement disponible parce qu'il est dans cet état de défi. Et en fait, on l'entend tout le temps, on apprend avec les échecs, pour réussir, il faut faire 10 000 heures, j'ai échoué 10 000 fois avant de réussir. Il y a énormément de principes et de phrases un peu toutes faites qui reviennent par rapport à cet échec et au fait d'accepter ce process de l'échec. C'est pas agréable, c'est pénible. Moi, je le vois avec les athlètes que j'accompagne, je prends des patineuses artistiques. Elles tombent, elles recommencent, elles tombent, elles échouent encore, et c'est pas super agréable. Elles passent du temps sur un saut, elles passent du temps à tomber, à se relever. Je vous parle même pas des cyclistes. Les cyclistes, ils partent en course, ils sont 150 dans un peloton, il y en a qu'un qui va gagner. Ils croient tous que c'est leur jour, ils mettent la stratégie en place, la tactique idéale, mais il y a 12 000 scénarios possibles dans une course cycliste. Il y a qu'un seul vainqueur, comme je l'ai dit avant, mais il y a 12 000 scénarios, et une fois c'est la chute, et une fois c'est une équipe qui est forte, une fois c'est une stratégie d'équipe, une fois c'est un coup de fringale, une fois c'est la météo. Enfin, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Peut-être pas pour Pogacar, qui lui a peut-être un petit coup d'avance, mais en fait c'est pareil, en fait, cet échec à répétition et de devoir recommencer. On voit aussi avec les skieurs, par exemple, qui font toujours la même faute en entrée de virage. L'entraîneur on va répéter un petit peu cette erreur. C'est pour ça que j'aime bien cette approche qui est basée sur le terme courage que mentionne Roberto De Zerbi. On n'est pas juste en train de se dire, ok, il faut que tu échoues pour réussir. Là, on est vraiment, même avant, sur le fait de dire, ok, il faut que tu aies le courage d'oser. Il faut que tu aies le courage d'oser faire des erreurs. Ça va donner un peu de matière finalement à cette théorie de l'échec, ça va donner un peu de contenu, ça amène un peu une autre dimension et je trouve que c'est très intéressant de travailler cette possibilité, ce cadre-là de performance avec les athlètes. Comme ça, on va essayer d'éliminer l'anxiété de la performance, on va créer ce climat où l'erreur est autorisée. Alors, le but, c'est pas d'amener l'athlète à se tromper, à faire des erreurs, c'est vraiment pas ça, mais c'est juste dire, ok, on peut faire des erreurs. Et ça, c'est intéressant. Et on peut même pousser à faire des erreurs, on peut même pousser à accepter le fait des erreurs. On peut aussi reformuler le stress finalement comme une opportunité en voyant les choses de cette manière. Et puis, c'est comme je l'ai dit avant, d'encourager cet état de défi au lieu d'avoir un état de menace. Et tu vois De Zerbi sur cette séquence, il ne veut pas des joueurs qui soient des robots, il ne veut pas une application du schéma, il veut des joueurs qui soient libérés, il veut des joueurs qui soient présents, qui soient engagés. C'est ça qu'on doit aller chercher avec cette zone de défi, avec cet état de défi. La vraie pression finalement, elle ne vient pas ni du public, ni du coach, même si elle est là, bien évidemment, même si c'est jamais agréable d'avoir des reproches d'un coach ou du public. Mais en fait, pour le joueur, c'est plutôt la peur de ne pas être à la hauteur. Après, il faut qu'on définisse c'est quoi la peur, c'est quoi être à la hauteur. Et il faut essayer de l'apprivoiser en osant se planter, en osant se tromper. Et je pense que c'est ce que Roberto De Zerbi veut inculquer, veut donner à ses joueurs. Il veut ancrer à chaque entraînement et discours, pas juste motivateur, mais plutôt discours hyper intéressant en termes de performance, en termes de cadre de performance. Voilà, 4 séquences, ça va vite, Molly Carlson, on le voit, une chute, comment on revient d'une chute, comment on se remet en selle, comment on travaille avec ses routines, comment on travaille avec cet état de défi, comment on va se rassurer sur ce qu'on peut faire, travailler peut-être avec d'autres méthodes comme l'hypnose adaptée pour les sportifs. Otmar Hitzfeld, dépression, un entraîneur mondialement connu qui a tout gagné et pourtant qui connaît un énorme trou d'air, qui connaît vraiment une grosse situation difficile. S'entourer, parler, reconnaître qu'on a besoin d'aide, ça ce sont les premiers signaux. Être capable, vous coach, nous préparateurs mentaux, de voir ces signaux, d'en parler à des professionnels de santé, pouvoir aider les athlètes, hyper important. Franchement, aujourd'hui c'est fondamental, on peut plus se permettre de passer par-dessus ou de fermer les yeux, mais aussi reconnaître que la santé mentale ça va pas tout expliquer. Ça va pas expliquer toutes les défaites, ça va pas expliquer tous les moments difficiles. Donc pas tomber aussi dans ce piège-là, le prendre avec sérieux, le prendre avec précision, le prendre avec des professionnels de la santé, mais pas tomber dans le piège de tout expliquer par la santé mentale, parce que ça c'est un petit peu le piège un petit peu le revers de la médaille qui pourrait arriver ces prochains temps avec tout ce qui s'est passé en lien avec la santé mentale. Ancrer une phrase, Coco Gauff, Gabi Thomas, ancrer une phrase, je vais devenir championne olympique, je vais gagner le Roland Garros 2025, ça c'est un outil qui est hyper puissant, utilisez-le, votre corps, votre cerveau, il va commencer à l'ancrer, il va y croire de plus en plus. Je sais que ça fait un peu parfois ésotérique, un peu perché. Quand je parle avec les athlètes, je le vois bien dans leur réaction quand on parle de ce genre d'outils ou de ce genre d'éléments. Ils ont la difficulté à rentrer dedans. Ils disent oh là là, je vais répéter des phrases à voix haute, ça fait un peu peur. Mais c'est démontré, il y a des études qui le démontrent, qui le prouvent, donc il faut y aller. C'est intéressant d'utiliser cet outil. En même temps, il n'y a rien à perdre. Ça coûte rien, il faut juste le faire correctement. Faites-le avec un prep mental si vous voulez être bien accompagné. Et ça va vous aider à pouvoir aller plus vite et pouvoir performer. Et puis De Zerbi, j'adore cette culture du courage de l'erreur, de poser ce cadre de performance, d'autoriser ses joueurs à pouvoir se tromper pour faire en sorte qu'ils soient vivants, pour faire en sorte qu'ils soient libérés, relâchés et qu'ils avancent. Et ça c'est très bien aussi et c'est très malin de sa part par rapport aux spectateurs, par rapport aux fans de l'OM, c'est de leur dire les gars, moi je pousse les joueurs, je pousse mes gars à ce qu'ils puissent oser, qu'ils puissent faire des erreurs et vous allez voir qu'avec ça on va avoir un jeu qui sera attractif, on va avoir un jeu qui sera libéré et on va avoir du progrès. Et ça je pense que c'est assez intelligent aussi en termes de marketing, en termes de communication avec l'ensemble du club. 4 exemples, 4 faits qui se sont passés durant ces derniers mois. J'en ai d'autres, on refera une vidéo en lien avec ces différents cas pratiques, c'est toujours intéressant de pouvoir y mettre un petit peu de théorie en préparation mentale. J'espère que tout ça t'aura plu. Bien évidemment,
je vais te rappeler de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant, on va reprendre un rythme de vidéo qui sera normal maintenant. Je te dis à bientôt, et ben n'hésite pas, s'il y a quoi que ce soit, je reste volontiers à ta disposition. Allez, ciao, à bientôt.